Donc, bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire de la REF et de l'ANIDEN sur les complications de la chirurgie bariatrique, qu'elle soit osseuse ou nutritionnelle. On a la chance et l'honneur d'avoir deux intervenants de qualité. Donc, le professeur Antoine Avignon, qui est endocrinologue et nutritionniste au CHU de Montpellier, et le professeur Julien Pacou, qui est rhumatologue, au CHU de Lille. Et donc tous les 2 effectivement sont, experts dans cette complication, cette chirurgie bariatrique qui est en fait, quand même une chirurgie qui est de plus en plus, d'actualité puisque malheureusement, un nombre de plus en plus de patients sont, atteints d'obésité et par exemple, moi qui suis, Jean-Guillaume Tarier, un des, membres du bureau de la REF, donc au niveau rhumatologique et donc dans les Hauts-de-France, on en voit de plus en plus. Avec moi en comodération, j'ai, Maureen, je te laisse te présenter. Euh, Bonjour, je suis la présidente de l'association Aniden. J'ai pris le relais de Laetitia qui avait co-organisé ce webinaire. Donc, on est très, très contents. Nous, c'est un de nos premiers webinaires aussi parce que l'association, elle n'est pas toute jeune, mais on se lance aussi dans les webinaires. On est très, très contents que le premier soit animé par professeur Paco et professeur Avignon. Donc, merci beaucoup. Et donc, je propose de laisser la main au professeur, Avignon, qui commençait sur les complications nutritionnelles. Et il me faudrait le partage d'écran. Je vous autorise tout de suite. Ça devrait être bon. C'est bon. Euh, Très bien, bonsoir à tous et merci donc de m'avoir invité pour ce premier webinaire, a priori, donc sur la chirurgie bariatrique et ses complications à la fois nutritionnelles et rhumatologiques. En fait, je ne vais pas me limiter aux complications parce que je me suis dit qu'en parlant à un public mixte qui comprenait des rhumatologues et des endocrinologues, il fallait peut-être refaire un tour de la chirurgie bariatrique avant de voir les complications. Donc, je vais quand même essayer de ne pas être trop long, mais pour l'instant, j'ai quand même le diaporama qui est bloqué. Donc, ça va. Donc, juste un petit rappel, en France, il y a des données un peu plus récentes maintenant avec l'étude OBEPI, la dernière qui est sortie, mais les données n'ont pas beaucoup changé. L'obésité, c'est à peu près 17% des femmes et 16% des hommes. Et à côté de ça, chez les hommes, vous voyez, on a 40% de personnes en surpoids et chez les femmes, un petit peu moins. Donc, plus de surpoids chez l'homme et plus d'obésité chez la femme. Et si on regarde pas loin de 50% de la population française est en excès de poids. Ce qui pose surtout problème, donc ça c'est des données mondiales, mais on a la même chose au niveau de la France, c'est l'augmentation des formes très sévères de l'obésité, hein, puisqu'on voit ici chez les hommes en 1975, il n'y avait quasiment pas d'obésité très sévère, avec des IMC supérieurs à 40 ou des IMC entre 35 et 40 avec des comorbidités. Et entre 1975 et 2015, il y a une apparition et une forte augmentation, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, de ces obésités sévères ou très sévères, qui sont celles qui vont quand même nous poser le plus de problèmes. J'aime bien rappeler toujours que l'obésité, c'est un problème social et que, enfin, il y a un lien très important avec le côté social et que moins on a de revenus et plus il y a d'obésité. Oui, c'est d'autant plus vrai chez les femmes. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à retenir. Deux mots sur les complications de l'obésité. Donc ici, on s'intéresse aux complications de la chirurgie, mais l'obésité en elle-même a de nombreuses complications. Et sans m'attarder dessus, vous voyez que absolument tous les systèmes sont concernés, hein, que ce soit neurologique, hépatique, la peau, les cancers, les maladies gynécologiques, les maladies coronariennes, le diabète bien sûr, mais y compris la cataracte, les accidents vasculaires cérébraux. Donc, l'obésité entraîne une aggravation et des complications au niveau d'absolument tous les organes. J'insiste particulièrement sur les conséquences psychosociales avec les arrêts de travail, les discriminations, la stigmatisation. Et si je me permets d'insister un petit peu là-dessus, c'est qu'en tant que nutritionniste, les personnes qui s'occupent de l'obésité, on reçoit souvent des personnes qui sont adressées par d'autres spécialités médicales, en particulier les rhumatologues. Et il faut faire très attention à la manière dont on l'aborde, hein. Les personnes se sentent souvent stigmatisées par le corps médical
qui leur dit en fait qu'il n'y a qu'à maigrir ou que tous leurs problèmes ne tiennent qu'à leur poids, s'ils ont des problèmes articulaires, s'ils ont des problèmes rhumatologiques, finalement, ils ont qu'à être moins gros. Les personnes le prennent souvent très mal. Il faut savoir que c'est des personnes qui ont souvent des histoires de vie extrêmement complexes et extrêmement difficiles. Donc, on l'a vu, c'est des milieux sociaux plus défavorisés. C'est des gens qui ont souvent eu des problèmes très importants dans leur vie et l'obésité est souvent une conséquence de ces problèmes-là. Et donc, c'est des personnes avec qui il faut avoir beaucoup d'empathie et de compassion et faire très attention quand on leur dit que leurs problèmes sont liés au poids. Les personnes se sentent souvent un peu malmenées là-dessus par le corps médical en général. L'obésité est associée à une augmentation de la mortalité. Vous voyez ici, ça regroupe des études, que ce soit la population globale, européenne ou les cohortes nord-américaines. Et vous voyez que la mortalité est minimale, mais pour un index de masse corporelle qui est normal. Mais normal, plutôt normal haut. Vous voyez qu'ici, dès qu'on va vers le normal plus bas, il y a une mortalité qui est un peu plus importante. Et puis après, il y a une proportionnalité, bien sûr, avec l'index de masse corporelle et l'augmentation du risque de mortalité. Vous voyez que pour le grade 3, donc les index de masse corporelle au-delà de 40, on a une mortalité qui est multipliée par plus que 2, quel que soit l'endroit où on regarde. Alors, la chirurgie bariatrique, de quoi s'agit-il? Il y a deux types de chirurgie bariatrique. Donc, chirurgie bariatrique, à Barros, c'est le poids, et Iatros, c'est le médecin, ou oui, c'est tout le corps médical. Donc, c'est l'intervention sur le poids, c'est la chirurgie pour le poids. Donc, des techniques restrictives pures qui vont diminuer la taille de l'estomac et qui vont agir sur les sensations de satiété qui vont apparaître plus rapidement. La première est celle qui a été utilisée au départ le plus souvent, c'était l'anneau gastrique. L'anneau gastrique qui consiste donc à mettre cet anneau à la partie supérieure de l'estomac avec un petit tuyau et une poche qui est sous la peau qui permet de gonfler l'anneau. Hop, c'est passé un peu vite. Donc, cette technique entraîne une perte de poids significative, mais souvent avec une reprise importante derrière, et elle est en forte diminution et très peu utilisée maintenant, mais il y a des prépondérances régionales, il y a encore des régions où c'est utilisé. La gastrectomie en manchon ou la sleeve, qui consiste à retirer toute la grosse tubérosité de l'estomac et donc à transformer l'estomac en tuyau. On ne s'attendait pas au début de cette intervention, qui était en fait au départ faite pour être une préparation du bypass. On ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une perte de poids aussi importante, et la perte de poids est beaucoup plus importante que ce que l'on attendait lors des premières interventions. Plusieurs hypothèses ont été émises. Donc, a priori, ça ne peut pas être lié simplement à la restriction de la taille de l'estomac, mais il y a certainement des mécanismes d'action complexes avec des signaux neuroendocriniens qui font intervenir des liens entre des modifications hormonales. Vous savez que le tube digestif est très important dans les sécrétions hormonales et a des liens neurologiques importants avec le cerveau, et qu'il y a certainement des modifications neurohormonales qui rentrent en jeu. Et puis après, il y a les techniques qui sont mixtes, qui vont restreindre la taille de l'estomac, mais qui vont entraîner en plus des malabsorptions. C'est le bypass gastrique. Vous voyez, on coupe la partie supérieure de l'estomac, on garde une petite poche à petit estomac et on va aller brancher en dérivation plus bas sur l'intestin. Donc, on va à la fois créer une petite poche gastrique et une malabsorption. Après, c'est ce bypass qui est couramment utilisé, le bypass de Roux Y, le bypass en oméga, qui est une autre forme de bypass ou mini bypass, est peu utilisé. Et puis, très peu utilisé en France, plus utilisé aux États-Unis, mais où ils ont beaucoup plus d'obésité très importante. C'est les dérivations bilio-pancréatiques, opération extrêmement complexe, qui va entraîner, donc on dérive les sécrétions du pancréas qu'on va aller emmener plus bas dans le tube digestif, et on va créer une malabsorption importante. Et il y a des troubles, des complications à la fois chirurgicales et à la fois de malabsorption qui sont importantes. Donc, cette opération est très, très peu réalisée. Elle est plus réalisée aux États-Unis pour les obésités extrêmes. Alors, la chirurgie bariatrique, en 2017, c'était 50 000 opérations sur l'année. On a augmenté depuis, on doit être à 60 ou 70 000, ce qui représente environ 300 000 opérations
entre 2005 et 2015. Et il faut savoir que la France est le 26e pays de l'OCDE en termes de prévalence de l'obésité. Et par contre, c'est le numéro 1 en termes d'intervention. Alors, pourquoi est-ce qu'on opère plus en France? C'est tout simplement pour des conditions, je crois, qui sont des conditions de prise en charge et de remboursement par l'assurance maladie, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Alors, quels sont les résultats et qu'est-ce qu'on peut attendre de la chirurgie bariatrique? Déjà une perte de poids, et vous voyez que la perte de poids est très importante en moyenne, hein, ceci est une moyenne dans les 18 premiers mois, entre 1 et 2 ans. Entre 2 et 8 ans, donc dans les 5 à 6 années qui suivent, il y a plutôt une reprise de poids, mais cette reprise de poids est assez limitée pour arriver à une phase de stabilisation. Donc ça, c'est le schéma habituel. La gastrectomie en manchon a une efficacité, donc la sleeve a une efficacité supérieure à l'anneau, et c'est le bypass, même si toutes les études ne retrouvent pas de différence aussi importante entre la sleeve et le bypass, c'est quand même toujours le bypass qui arrive avec des pertes de poids plus importantes et l'anneau qui a toujours le poids de perte de poids. Mais là, sur cette étude que je vous montre, la sleeve est un petit peu dévalorisée. Généralement, il n'y a pas tant de différence entre la sleeve et le bypass, mais le bypass est tout de même plus efficace. Ce qu'il faut voir, c'est ici, vous avez ces courbes-là qui représentent par patient le pourcentage de perte de poids en excès pour le bypass ici et pour la sleeve. Donc, ce qui est important de voir ici, c'est que quand je vous ai montré là, ici, vous avez des moyennes. Et quand vous regardez les courbes individuelles, il y a quand même des personnes qui perdent très peu, y compris avec le bypass. Et puis, vous avez des personnes qui perdent énormément. Donc, si je vous montre ces courbes, que ce soit pour le bypass ou pour la sleeve, c'est pour vous montrer l'extrême variabilité qu'on a ici dans la perte d'excès de poids avec ces deux techniques. Vous voyez ici la moyenne dans cette étude et vous avez effectivement le bypass qui est au-dessus de la sleeve, avec ce coup-ci une différence qui est beaucoup moins importante que sur ce que je vous ai montré avant. Alors, quel est l'impact de la chirurgie bariatrique? Déjà, sur la mortalité, il y a une réduction de la mortalité totale qui est importante, de 30 à 50%, donc ce qui fait quand même une réduction de mortalité importante. Et cette réduction de mortalité s'observe assez tôt, dès 1 an après la chirurgie. Et les études les plus longues, qui vont jusqu'à 10 ans, montrent un maintien de cette mortalité qui va même en s'augmentant. Donc, 30% déjà, 30% de mortalité au bout de 13 ans dans cette étude, bénéfice dès 1 an, bénéfice plus important chez les hommes, plus important s'il y a un diabète, plus important quand le poids est le plus élevé pour les IMC les plus importants, et pas de supériorité sur la mortalité d'une technique par rapport à une autre. Autre impact de la chirurgie attendue, amélioration de l'hypertension artérielle, amélioration de la dyslipidémie, amélioration du diabète, le reflux gastro-œsophagien. Vous voyez, j'ai mis ici une pancarte « Attention », parce que le bypass améliore le reflux gastro-œsophagien, mais la sleeve gastrectomie, par elle-même, aggrave le reflux gastro-œsophagien. La stéatohépatite s'améliore, les problèmes ostéo-articulaires, mais vous en parlerez mieux que moi, les rhumatologues en parleront mieux que moi, s'améliore, les syndromes du sommeil, et puis on va parler des problèmes psychiatriques, dépression, suicide, qui, eux, ne s'améliorent pas. Vous voyez que quasiment tout s'améliore avec deux points de vigilance, le reflux gastro-œsophagien avec la sleeve et les problèmes psy. Donc, le reflux gastro-œsophagien, c'est un des effets secondaires les plus importants de la sleeve. Et donc, ça donne un risque d'œsophagite et d'œsophage de Barrett, donc lésions précancéreuses, avec des risques de cancer de l'œsophage. Récemment, et en particulier sur Montpellier, notre chirurgien, le professeur Noca, a proposé de faire des Nissen sleeves, c'est-à-dire que quand il fait une gastrectomie en manchon, il fait en même temps l'intervention de Nissen, qui est l'intervention de traitement du reflux gastro-œsophagien. Donc, c'est une technique qui se développe de plus en plus pour éviter les reflux gastro-œsophagiens qui sont liés à la sleeve.
Alors, pour ce qui concerne les troubles psychiatriques, déjà, il faut savoir que les troubles psychopathologiques sont beaucoup plus fréquents en cas d'obésité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a souvent des histoires de vie qui sont extrêmement complexes et encore plus fréquents chez les personnes qui veulent se faire opérer que celles qui ne veulent pas se faire opérer, qui ne sont pas dans les filières de chirurgie bariatrique. Alors, après chirurgie, il y a une augmentation du risque suicidaire et augmentation de l'automutilation, augmentation de la consommation de psychotropes, d'alcool et de substances toxiques. Ce qui veut dire qu'il faut avoir une vigilance tout à fait particulière et l'évaluation par un psychologue ou un psychiatre et éventuellement un suivi pré- et post-opératoire est impératif. En tout cas, l'évaluation préopératoire est impératif. Vous savez que pour être opéré, il faut passer par une réunion de concertation pluriprofessionnelle et que dans ces professionnels, il doit nécessairement y avoir au minimum un psychiatre ou un psychologue. Ces troubles psychiatriques constituent une vigilance, il faut être vigilant, mais y compris en cas de troubles psychiatriques, ça n'est pas une contre-indication à l'intervention, sauf troubles graves dont on penserait qu'il peut être aggravé par l'intervention. Mais la présence d'une pathologie psychiatrique par elle-même ne doit pas faire récuser la personne à la chirurgie, puisqu'il faut y faire très attention, parce que l'obésité est une stigmatisation et les maladies psychiatriques font aussi l'objet de stigmatisation. Donc, il faut faire attention aux évaluations rapides, à dire obèse, trouble psychiatrique, je n'opère pas. Non, obèse, trouble psychiatrique, vigilance, préparation, suivi, évaluation, discussion pluriprofessionnelle, et on décide, mais on ne récuse pas d'emblée. Et vous avez ici, donc, dans une étude dans le registre national suédois, vous savez que les Scandinaves font d'excellents registres, ce qui permet de suivre très bien les différentes pathologies. Vous avez ici le temps après la chirurgie bariatrique et vous avez les personnes qui ont reçu des prescriptions dans le cadre de l'alcoolodépendance. Et vous voyez que par rapport à des personnes qui n'ont pas été opérées, celles qui ont été opérées sont de plus en plus traitées pour alcoolodépendance. Vous voyez qu'ici, c'est la consommation, décidément, j'ai un problème, c'est la consommation d'antidépresseurs qui est beaucoup plus élevée chez ceux qui sont opérés et qui augmente le temps après l'intervention. La même chose pour les consommations de benzodiazépines et la même chose pour les consommations d'hypnotiques et de sédatifs. Donc, à retenir, l'obésité, la chirurgie bariatrique améliore quasiment toutes les complications de l'obésité, sauf le reflux pour la sleeve et sauf les troubles psychologiques ou psychiatriques qui, eux, tendent à s'aggraver, avec également une augmentation du risque de suicide et de la mortalité par suicide, des augmentations qui sont tout à fait significatives. Vous voyez, 1,78 de hasard ratio pour le suicide et 1, combien, je n'arrive pas à lire, mais une augmentation qui est aussi pour la mortalité par suicide. Alors, qu'est-ce que donc cette chirurgie, donc fréquence de l'obésité, augmentation importante sur les dernières années des obésités sévères et très sévères, association à de multiples complications, et la chirurgie bariatrique améliore quasiment toutes les complications, sauf ce qui est sur le plan psy. Alors, est-ce que cette chirurgie a des risques de complications? Eh bien, elle a des risques de complications et il y a des facteurs de risque de complications en fonction du type d'intervention, en fonction du volume d'activité du centre. C'est extrêmement important. Dans les centres qui font moins de 30 interventions par an, il y en a. Il y a beaucoup plus de complications que ceux qui font le chiffre de 30. D'ailleurs, le ministère et la Haute Autorité de Santé sont en train d'essayer de réguler un peu la chirurgie bariatrique et il va certainement y avoir un volume d'activité fixé à ce minimum de 30 pour pouvoir poursuivre de faire des interventions. Donc, bien sûr, le volume d'activité va avec l'expérience de l'opérateur, mais ça, c'est pareil pour toutes les chirurgies. Et puis, le terrain du patient, la sévérité, les comorbidités, le tabagisme, l'adhésion thérapeutique et l'importance de la perte de poids. Donc, les facteurs de risque de mortalité post-opératoire, puisqu'il y a ou mortalité périopératoire,
le sexe masculin, l'âge supérieur à 50 ans, le diabète, l'hypertension artérielle, l'index de masse corporelle supérieur à 50 kg par mètre carré, la mortalité supérieure avec le bypass par rapport à la sleeve et par rapport à l'anneau. Les techniques qui utilisent une laparotomie ont aussi une mortalité supérieure. Et puis, comme pour les complications, le faible volume d'activité entraîne une surmortalité, donc non seulement plus de complications, mais aussi plus de mortalité. Alors, quelles sont les complications chirurgicales de l'anneau gastrique? Il peut y avoir des perforations gastriques à la partie postérieure, il peut y avoir des hémorragies, il peut y avoir des plaies du foie, de la rate ou des vaisseaux courts. L'anneau peut glisser, il peut remonter au niveau de l'œsophage ou il peut descendre et se retrouver à étrangler l'estomac. Il peut même, avec le temps, passer à travers la paroi gastrique et migrer à l'intérieur de l'estomac. Le boîtier, donc je vous ai dit, hein, pour cet anneau, il y a un petit tuyau qui va avec un boîtier qui est sous la peau qui permet d'injecter de l'eau, hein, pour gonfler l'anneau. Eh bien, ce boîtier peut s'affecter et puis rarement, on va retrouver des occlusions intestinales. Il peut y avoir un anneau qui soit trop serré, qui va entraîner une stase en amont de l'anneau. Et vous voyez que ce n'est pas rare du tout. On a 25% des patients. Et puis, de rares cas de troubles de la mobilité de l'œsophage avec des pseudo-achalasie. Pour la gastrectomie en manchon ou sleeve gastrectomie, on va avoir des fistules gastriques. Il va y avoir des possibilités d'hémorragie et puis sténose gastrique. Et puis, plus tardivement, sur la perte de poids qui peut être rapide et massive, des lithiases vésiculaires et des occlusions digestives sur bride. Et puis, le fameux reflux gastro-œsophagien et la dilatation du tube gastrique qui est restant ici. Donc, le tube gastrique se dilate et puis la personne reprend du poids puisque, même si je vous dis que la sleeve ne marchait pas que par la restriction de la taille de l'estomac, la restriction de la taille de l'estomac est quand même un facteur important. Et quand le tube gastrique se dilate, eh bien, le poids repart vers le haut puisqu'on n'a plus l'effet de restriction. Pour le bypass, également des fistules, des hémorragies, des abcès intrapéritonéaux, des occlusions post-opératoires et puis des conclusions tardives avec des occlusions là aussi par hernie interne et des ulcères des anastomoses. Et puis, très fréquemment, ce qui est très, très fréquent dans les bypass, une diarrhée persistante stéatorée, mais ce qui était un petit peu le but du jeu, puisqu'on voulait créer une malabsorption. Donc, si cette malabsorption est un peu trop importante, eh bien, on a une diarrhée difficilement soluble et stéatorée, donc perte de graisse dans les selles. Alors, dans les complications, ce à quoi il faut être extrêmement vigilant, c'est les personnes qui ont une intolérance alimentaire précoce. En particulier, les vomissements précoces et répétés. Oui, ce n'est pas très fréquent, c'est 2 à 3% des personnes opérées, mais les conséquences peuvent être gravissimes. En particulier par le déficit en vitamine B1 qui va pouvoir conduire à des encéphalopathies de Guyer-Wernicke et donc complications neurologiques extrêmement graves. Et les gros centres qui font de la chirurgie de façon importante connaissent tous des patients extrêmement jeunes, enfin des patients extrêmement jeunes, des patients jeunes qui avaient leur obésité, qui se retrouvent avec un Guyer-Wernicke avec des conséquences à vie, qui se retrouvent en fauteuil roulant et qui ne peuvent plus, qui ont des parésies extrêmement importantes. Donc, une complication à laquelle il faut être très vigilant. Donc, ces personnes qui vomissent de façon répétée nécessitent une hospitalisation d'urgence pour être réhydratées et recevoir de la vitamine B1. Donc, la supplémentation en vitamine B1, elle doit être systématique en cas d'intolérance alimentaire avec troubles digestifs, que ce soit pour ROS ou IV, et même en l'absence de troubles cliniques. Il faut intervenir avant qu'il y ait des troubles cliniques et avant de savoir s'il y a une carence en vitamine B1 ou pas. Donc, dès que quelqu'un vomit de façon répétée après sa chirurgie, il faut bien veiller à ce qu'il y ait des apports en vitamine B1 qui soient suffisants.
Autre complication nutritionnelle de la chirurgie, c'est la dénutrition. Pardon. Donc, cette dénutrition, elle peut venir de complications de la chirurgie et elle peut venir de la perte de poids, donc de ce qui était attendu, d'une dénutrition avec des pertes importantes et un jeûne qui va se prolonger, des personnes qui vont plus manger suffisamment. Autrement, vous avez les infections, des fuites anastomotiques, des fistules digestives dont on a parlé, des possibilités de péritonite, d'infarctus mésentérique, de syndrome de grêle court et d'occlusion intestinale. Donc, tout ceci donnant des troubles nutritionnels importants et devant relever d'une nutrition dite thérapeutique, que ce soit une nutrition entérale, s'il y a possibilité d'utiliser le tube digestif, ou une nutrition parentérale. Et enfin, ces personnes qui perdent du poids de façon importante, il faudra leur donner une supplémentation orale, voire une nutrition entérale aussi. En sachant que chez ces personnes qui ont voulu perdre du poids de façon importante, qui se font opérer, un certain nombre vont développer un véritable trouble du comportement alimentaire et donc avoir une vraie restriction. Excusez-moi. Donc, avoir une vraie restriction alimentaire, développer un véritable trouble du comportement alimentaire. Complications retrouvées également assez fréquemment, surtout dans le bypass, c'est les dumping syndromes. Les dumping syndromes qui représentent 5 à 10% des cas après bypass, ce qui n'est donc pas du tout négligeable et que l'on peut plus rarement, mais qu'on peut quand même rencontrer après la gastrectomie en manchon, après la sleeve. Ce dumping syndrome, il est lié à l'altération du volume gastrique et à la libération rapide de nutriments dans le jéjunum. Donc, il y a à la fois le volume gastrique qui est altéré et puis la stomie entre l'estomac et l'intestin qui va entraîner cette libération de nutriments directement dans le jéjunum. Donc, on retrouve un syndrome de dumping, un dumping syndrome qui peut être soit précoce, 30 à 60 minutes après la prise alimentaire, ou un dumping syndrome qui est dit tardif, 60 à 180 minutes, donc entre 1 et 3 heures après la prise alimentaire. Le dumping précoce, c'est l'arrivée de nutriments hyperosmolaires dans le jéjunum. Cette arrivée de nutriments hyperosmolaires dans le jéjunum va entraîner des libérations d'agents qui sont des agents vasoactifs comme la neurosensine ou le VIP, la libération d'incrétines comme le GIP ou le GLP-1 et d'hormones de la glycorégulation comme l'insuline et le glucagon. Cette libération d'hormones va entraîner des symptômes vasomoteurs, palpitations, tachycardie, rougeur, hypotension, transpiration, syncope. Et on a des personnes qui, immédiatement après les repas, font de véritables syncopes et en tout cas ont tous ces signes qui sont extrêmement désagréables, accompagnés de douleurs abdominales, diarrhée, borborigme, ballonnement et nausées. Donc, un inconfort digestif et une sensation de malaise extrêmement importante après la prise alimentaire, suite essentiellement au bypass et suite à l'arrivée d'aliments hyperosmolaires dans le jéjunum et ces modifications hormonales et neuro-hormonales. Pour le dumping tardif, il est lié, lui, à une arrivée de glucose et une absorption rapide de glucose qui va entraîner une libération rapide d'insuline et puis d'acrétine, donc de GLPA, qui va stimuler la libération en plus d'insuline et l'action de l'insuline. Et là, on va avoir des signes qui sont des signes d'hypoglycémie et accompagnés de véritable hypoglycémie avec des palpitations, des tremblements, transpiration, agressivité, fatigue, faiblesse, confusion, une faim importante, polyphagie et syncope. Donc ça, c'est les deux types de dumping syndrome. L'un qui est une sensation de malaise avec possibilité de véritable syncope et troubles digestifs, et le dumping tardif qui est plus lié à des hypoglycémies liées aux sécrétions d'insuline. Alors, comment est-ce qu'on reconnaît ce dumping syndrome?
Il y a des questionnaires, en particulier, il y a un questionnaire chez les personnes qui disent qu'elles ne se sentent pas bien après les repas et qui ont été opérées. Donc, il y a le questionnaire dit de Sixtad qui vous voyez, est-ce qu'il y a déjà eu un choc, malaise, syncope, envie de se coucher, dyspnée, faiblesse, palpitation, enfin tous les signes que l'on a vus, chaque signe étant accompagné de points. Et vous voyez qu'il peut y avoir des signes avec des points positifs. Et on fait un total. Et quand c'est supérieur à 7, eh bien, c'est suggestif d'un dumping syndrome. Mesure de la glycémie, bien sûr, pour voir s'il y a une tendance aux hypoglycémies. On peut donner un repas qui soit un repas test, donc un repas glucidique, pour voir si on provoque les symptômes, ou faire une AGPO, mais la GPO est moins spécifique. Et puis évaluer la vidange gastrique pour voir s'il y a un passage rapide de l'estomac vers le jéjunum. Donc, qui permettent de donner des arguments. Rien ne va prouver le dumping syndrome, mais ça va donner des arguments en faveur du dumping syndrome. Si on a un dumping syndrome qui est suspecté ou identifié, le traitement, c'est essentiellement la diététique, avec multiplier les repas avec des repas qui sont des petits repas, ne pas prendre de liquide pendant le repas et être à moins à 30 minutes des repas pour prendre des liquides. Éviter les aliments à fort index glycémique, donc tout ce qui est sucré. Et je vous rappelle que le pain, par exemple, que des pâtes blanches bien cuites, que du riz sont aussi des aliments à fort index glycémique. On favorisera les aliments qui sont riches en fibres et en protéines, les fruits et légumes, éviter les boissons alcoolisées, prendre du temps pour manger et bien mâcher les aliments, donc des petits repas qu'on prend du temps à manger. Et puis, si les signes persistent, c'est de s'allonger 30 minutes après les repas. Pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont quand même extrêmement handicapées par ce dumping syndrome. Si ça ne suffit pas, on peut envisager des traitements pharmacologiques qui marchent plus ou moins bien. Donc, la carbose, vous savez que la carbose ralentit la digestion des glucides et donc évite à ce qu'il y ait trop de glucides simples qui arrivent au niveau intestinal. Les analogues de la somatostatine qui vont éviter la sécrétion d'insuline, de même que le diazoxide, donc le nom commercial est le proglycème, qui empêche la sécrétion d'insuline et qui donc va participer à éviter les hypoglycémies. Et puis, chez certaines personnes, on est conduit à faire des reprises chirurgicales pour démonter le montage. Elles sont tellement gênées lorsqu'on le peut. C'est quand même souvent assez difficile et assez rare. Et voir certaines personnes vont avoir besoin d'une nutrition entérale continue à vie. C'est très rare. Donc, le dumping syndrome, vous l'avez vu, 5 à 10% des bypass, ce n'est pas rare, mais les formes quand même très graves qu'on n'arrive pas à réguler ne sont pas exceptionnelles, mais ne représentent quand même pas 5 à 10%. Mais ce n'est pas du tout exceptionnel et ça fait partie des complications régulières que l'on voit. Donc, dans ce dumping, il y a des hypoglycémies, donc hypoglycémies qui sont liées au dumping. Et après, il faut voir aussi qu'il y a des hypoglycémies qui sont liées à la restriction calorique trop importante. Restriction soit qui fait liée à une perte d'appétit qui fait suite à la chirurgie, soit qui est liée, je vous l'ai dit, à des troubles du comportement alimentaire qui s'instaurent et qui peuvent relever de véritables psychothérapies. Donc là aussi, on peut avoir des hypoglycémies en dehors des dumping syndromes qui soient liés à la restriction. Juste un petit mot pour dire qu'il faut être vigilant de la chirurgie bariatrique chez le sujet âgé. C'est comme pour les troubles psychiatriques, ça n'est pas une contre-indication, mais ça demande une vigilance particulière. Vous voyez qu'au-delà de 50 ans, la mortalité opératoire est augmentée et elle l'est encore plus au-delà de 60 ans. Donc, en France, il est reconnu normalement qu'après 65 ans, lorsqu'on envisage une intervention, les personnes devraient discuter en RCP, qui sont des RCP régionales organisées par les centres spécialisés obésité. Les rhumatologues ne le savent peut-être pas, mais en France, depuis 2011 ou 2012, il y a 37 centres spécialisés obésité répartis à travers tout le territoire et qui ont été répartis en fonction de la prévalence de l'obésité. Donc, chaque région a au moins un centre spécialisé obésité.
Et les interventions plus spécifiques, telles que l'intervention des adolescents, l'intervention des sujets de plus de 65 ans, les obésités avec de nombreuses comorbidités, devraient être discutées avec les centres spécialisés obésité, notamment à l'occasion de RCP régionales. Donc, quelques mots sur le suivi nutritionnel périopératoire. Déjà, il faut savoir que les personnes avec une obésité, bien qu'elles aient un excès énergétique, ont souvent des carences nutritionnelles, des déficits nutritionnels. Et vous voyez que vitamine B1, B12, et la prévalence ici des carences. Et vous voyez que pour la vitamine D, par exemple, 25 à 70% des personnes obèses avant intervention, je parle ici avant intervention, ont une carence. Le fer, c'est extrêmement fréquent aussi. Le sélénium, le zinc, le cuivre, le magnésium moins souvent. Mais vous voyez qu'on a souvent des carences nutritionnelles que l'on retrouve. Alors, les personnes obèses, pourquoi est-ce qu'elles sont dénutries? Il y a régime à répétition, le plus souvent une sédentarité avec peu d'exposition au soleil, une inflammation chronique, la modification du microbiote intestinal avec une prolifération de certaines souches qui vont entraîner des carences, et une alimentation qui, si elle a une forte densité énergétique, a une faible densité nutritionnelle. Souvent, c'est des aliments transformés, des aliments industriels, des aliments, je dirais, bon marché, puisqu'on est souvent sur des couches sociales défavorisées, qui vont avoir beaucoup d'énergie, mais assez peu de nutriments. Donc, la Haute Autorité de Santé recommande d'évaluer le statut nutritionnel et vitaminique avant la chirurgie, avec en particulier dosage d'albumine, d'hémoglobine, de ferritine, de regarder le fer, le calcium, la vitamine D, les vitamines B1, B9 et B12, d'évaluer le coefficient masticatoire, parce que quand on parle de dénutrition, c'est important de voir si les gens peuvent manger correctement, le zinc, la vitamine A et la vitamine E, et de corriger les déficits nutritionnels avant l'intervention. Donc, avec des suppléments qui doivent se faire avant l'intervention et pas seulement après. Une question qui est posée, c'est est-ce qu'il faut essayer, puisque vous voyez que la dénutrition est fréquente, du coup, est-ce qu'il serait bon d'essayer d'accompagner les personnes pour qu'elles commencent à perdre du poids avant de se faire opérer? En sachant que si elles vont se faire opérer, c'est qu'elles n'ont pas réussi à en perdre de façon importante sans intervention. Mais quand même, certaines personnes, quand elles savent qu'elles vont être opérées, peuvent faire un effort et perdre un peu de poids. Alors, pourquoi essayer de leur faire perdre du poids avant? Parce que les chirurgiens préfèrent, parce que ça réduit la taille du foie et la graisse intra-abdominale. Ça permet de diminuer les complications post-opératoires. Ça donne un meilleur résultat sur le long terme. Par contre, ça risque d'aggraver une dénutrition. Mais il paraît raisonnable de conseiller une perte préopératoire. Mais par quel régime, par quelle méthodologie? Vous voyez, par exemple, là, si on reprend un petit peu les registres ou les données suédoises, par rapport aux personnes qui étaient stables, plus 0,5% de poids, celles qui avaient perdu du poids avant l'intervention, avaient 13% de complications post-opératoires en moins, 24% en moins de fuite anastomotique, 37% de moins d'infections d'abcès profonds et 54% de complications mineures en moins. Donc, ces données sont plutôt en faveur de, oui, même s'il y a des nutritions, il faut corriger, il faut apporter des supplémentations, mais la perte de poids avant l'intervention semble préférable. Alors, l'alimentation post-opératoire précoce, il n'y a aucun consensus de ce qui doit être donné en post-opératoire. Chaque centre se débrouille un petit peu comme il veut ou comme il peut. Donc, il faut avoir un ou une diététicienne qui suive quand même, qui soit fortement intéressé, qui soit bien appliqué dans ces programmes de réalimentation. Tout le monde est d'accord pour faire une réintroduction progressive. Tout le monde est à peu près d'accord pour avoir une alimentation liquide sur les 24 premières heures, puis de passer à des petits repas et pour cibler à terme, et ça c'est un élément important, cibler à terme un apport important en protéines
et faire en sorte qu'il y ait au moins 60 grammes de protéines par jour et si possible 1,5 g par kilo de poids idéal. Donc, ce qui fait souvent plus que 60 grammes. Et puis d'éviter les aliments qui sont riches en glucides, qui risquent de favoriser le dumping syndrome. Alors, quels sont les risques de carence que l'on observe après l'intervention chirurgicale? Pour l'anneau gastrique, c'est essentiellement la carence en fer. Pour la gastrectomie en manchon, la sleeve, c'est le fer et la vitamine B12. Pour les bypass gastriques, c'est le fer, la vitamine B12 et la vitamine D. Et pour les dérivations bilio-pancréatiques, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais je vous le répète encore une fois, en France, c'est extrêmement rare. Eh bien là, comme on entraîne une dérivation bilio-pancréatique, on entraîne une malabsorption des graisses et donc de tout ce qui est liposoluble, et donc des vitamines liposolubles, vitamine A, D, E, K, en plus du fer et de la vitamine B12. Donc, ces vitamines et ces éléments doivent être surveillés et la supplémentation, quelle que soit la chirurgie, il doit y avoir une supplémentation polyvitaminique et en nutriments, en oligo-éléments pendant la phase de perte de poids, c'est-à-dire pendant les 18 premiers mois à 2 ans, quel que soit le type de chirurgie, il doit y avoir supplémentation. Le bypass, la supplémentation va devoir être poursuivie à vie. Dans la sleeve, elle va éventuellement pouvoir être arrêtée au bout de 18 mois à 2 ans, ainsi que dans l'anneau gastrique. Donc, la carence en fer, elle est fréquente. C'est le court-circuit, la diminution de l'acidité gastrique, la diminution de la consommation d'aliments riches en fer. Le fer qui est contenu dans les suppléments multivitaminiques est insuffisant. Il va falloir dépister la carence régulièrement dans la première année, puis 1 à 2 fois par an. Et il faut supplémenter en fer en plus des compléments multivitaminiques s'il y a une carence qui s'instaure. La carence en B12, c'est lié à la diminution de l'acidité gastrique et à la réduction de la disponibilité du facteur intrinsèque. Vous savez qu'il y a des stocks importants de B12 dans l'organisme et donc le déficit s'installe tardivement, mais ça ne veut pas dire qu'il faut le laisser s'installer. Et donc, il faut une surveillance biologique systématique pour les bypass gastriques 3 fois la première année et pour les sleeves 2 fois par an, il va falloir surveiller. Donc, la carence en B12 est à surveiller régulièrement. Pour les bypass gastriques, supplémentation à vie recommandée. Pour la sleeve, uniquement en cas de déficit. La vitamine D, donc supplémentation systématique qui est recommandée. Le calcium, supplémentation aussi qui est recommandée si les apports oraux sont insuffisants. Si la PTH augmente, la PTH doit être dosée aussi régulièrement dans le suivi de la chirurgie bariatrique. Et le phosphore est également à surveiller. La vitamine B9, acide folique, déficit rare, mais il faut faire très attention chez les femmes qui ont un désir de grossesse. J'en profite pour dire qu'une femme qui est opérée et qui est en âge de procréer doit avoir une contraception minimale de 18 mois. Donc, pendant toute la phase de perte de poids importante, il doit y avoir une contraception efficace et ça doit être discuté avant l'intervention. Le zinc, le cuivre, le sélénium, le magnésium et le potassium sont présents dans les compléments multivitaminiques. Le zinc doit être associé en plus et il doit être combiné à la supplémentation en cuivre. Veillez, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'apport suffisant en protéines. La perte de poids importante entraîne une perte de masse maigre et une perte protéique qui peut être importante. Et donc, il faut apporter et ajuster les apports protéiques. Je ne sais pas si vous le savez pour ceux qui viennent de la rhumatologie, mais les apports qui sont recommandés pour la population adulte, c'est 0,8 g par kilo et par jour de protéines. Et ici, vous voyez qu'on va aller plutôt à 1,1 à 1,5 g par kilo par jour. Donc, une alimentation qui soit plutôt hyperprotéique avec un apport minimum de 60 grammes de protéines par jour. Et il ne faudra pas hésiter de recourir aux compléments protéiques lorsqu'on sera un petit peu juste.
Voilà, et dans la prévention un petit peu de tous les troubles métaboliques, l'activité physique est extrêmement importante. Et d'ailleurs, elle est aussi extrêmement importante pour le succès à long terme, pour éviter la reprise de poids, puisqu'il y a quand même des échecs de la chirurgie bariatrique et qu'il y a des reprises de poids. Je vais avoir terminé, mais 2 mots pour terminer, parce que je crois que c'est important. En rhumatologie, je pense qu'on utilise des traitements médicamenteux. Il faut savoir que les personnes qui ont été opérées ont une modification de la pharmacocinétique de leur traitement et que donc les concentrations plasmatiques et les effets cliniques vont pouvoir être modifiés et que l'on possède très peu de données sur lesquels se baser pour pouvoir adapter les traitements. Déjà, chez les personnes obèses, il y aurait certainement des adaptations à faire. Alors, quand elles étaient opérées de chirurgie bariatrique, il y a des modifications pharmacocinétiques qui sont liées aux modifications gastriques, aux modifications intestinales, à la malabsorption. Ectoplasmatique. Donc, qui vont intervenir. Voilà ce que je voulais vous dire, certainement un peu rapidement et un peu beaucoup de choses, mais je vous remercie de votre attention. Eh bien, merci beaucoup, professeur Avignon, pour votre présentation qui est très, très claire et qui, notamment pour un rhumatologue, m'a bien permis de moi je pense que pour les rhumatos qui sont connectés, qui permet de bien déjà de voir la chirurgie bariatrique et les complications, notamment d'un point de vue nutritionnel. Alors, j'hésite aussi à dire que n'hésitez pas, à ceux qui sont présents, à poser des questions. On les relaiera aussi sur le schéma. Et donc là-dessus, est-ce que Maureen, tu avais peut-être une question aussi d'un point de vue plus endocrinologique que là-dessus, puisque moi je suis un peu plus naïf sur le sujet. J'ai une question, mais un petit peu à cheval rhumato-endoc, un peu plus pratico-pratique. Est-ce qu'on a réussi à trancher sur la supplémentation en vitamine D? Est-ce que c'est mieux tous les mois? Est-ce que c'est mieux tous les jours? Est-ce que ça s'est actualisé ou pas? Parce que j'entends un peu plusieurs sons de cloche. Je laisse répondre le rhumatologue. Je botte en touche parce que moi, les études que je vois, je trouve qu'il n'y a pas d'unanimité. Par contre, il me semble sur les dernières études, mais franchement, je laisse la place au rhumatologue, que quand même, au minimum tous les mois me semble mieux que des doses plus espacées. Mais je laisse répondre. Bon, en fait, l'idéal, ce serait d'en avoir tous les jours, mais il y a un problème d'adhésion thérapeutique. Donc, le compromis, c'est plutôt d'en prendre de façon mensuelle. Et après, la posologie, on peut commencer par 100 000 unités tous les mois. Et en fait, il faut adapter la posologie par rapport à la cible qui est entre 30 et 60 nanogrammes par ml. Mais dans l'idéal, ce serait des gouttes à prendre tous les jours de dédrogil, par exemple. Mais c'est des patients qui ont souvent beaucoup de médication déjà, donc en fonction de la discussion qu'on peut avoir avec, on peut s'orienter vers une prise mensuelle et pas hésiter à rapprocher si jamais on n'arrive pas à la cible, malgré une prise mensuelle de 100 000 unités. Attention, très mauvaise adhésion thérapeutique dans cette population qui a envie de se débarrasser de son problème et quand ils ont bien perdu de poids, ils ne veulent plus en entendre parler. Déjà, c'est l'une des problématiques qui est soulignée par l'assurance maladie, c'est les perdus de vue et le non-suivi des personnes opérées. On a une idée justement de cette proportion de perte de vue? Ça dépend du recul où on se met. Mais à un an, par exemple. À un an, je pense qu'on a déjà perdu 50% des personnes. Ah oui, c'est énorme. Et du coup, dans ces 50% que vous perdez, est-ce qu'on justement retrouve après, on récupère ces patients sur les complications nutritionnelles, par exemple, est-ce qu'ils arrivent par la suite dans le service, par exemple, d'endocrinologie, parce que justement, il y a une perte de vue et que la supplémentation ne s'est pas faite? Oui, on va retrouver plus à la fois de complications nutritionnelles et je dirais d'échecs et de reprises et tout. C'est les personnes qui sont moins impliquées qui ont voulu se débarrasser du problème. Oui, ça c'est reconnu et c'est pour ça que l'assurance maladie, c'est un point de vigilance de l'assurance maladie, là, parce qu'effectivement, ces personnes engendrent des coûts et des problèmes derrière. Alors moi, j'avais juste une question dans le chat donc de JS. Merci pour la présentation. Une question, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre, professeur Avignon. Quid des INS après chirurgie bariatrique?
Non, je peux pas, je peux pas répondre, mais c'est justement pour ça que je pensais bien aux AINS et aux rhumatologues. Et c'est pour ça que j'ai tenu à souligner qu'il y avait une modification de l'absorption et des effets. Mais il n'y a pas que les AINS, hein, mais après, AINS, si c'est AINS et complications gastriques, il n'y a pas plus de problèmes que ceux qui n'ont pas été opérés, si elle est là la question. Après, si elle est sur leur efficacité et leur pharmacocinétique, je suis incapable de répondre. Je pense que c'est plus ouais, sur la tolérance voilà, des AINS. C'était plus ces effets. Ouais, c'était ça la question. Sur la tolérance, oui, il y a pas de problème qui soit plus signalé avec la chirurgie. Très bien. Alors, je vais regarder s'il y a une dernière question. Non. J'ai une question sur le bypass en oméga. Vous l'avez cité à plusieurs reprises, mais j'avais l'impression que c'était une chirurgie qui était déconseillée par la HAS et finalement très peu réalisée. Tout à fait, oui. Ok. C'est vrai, oui. Normalement, elle est non reconnue et elle ne devrait pas être réalisée, mais il y en a quand même qui la réalisent. Hmm. Et donc, juste une dernière question sur donc, si j'ai bien compris, la chirurgie dont on parlait, la dérivation bilio-pancréatique, si je ne me trompe pas, hein, c'est plus ça aux États-Unis. C'est vraiment, et c'est parce que c'est des obésités très sévères, c'est pour ça qu'elle est, elle est privilégiée, c'est ça? Oui, oui, c'est ça, mais elle donne beaucoup de complications liées à la malabsorption, à la perte de poids importante, aux carences vitaminiques importantes qui sont difficiles à compenser. Donc en France, Montpellier fait partie quand même des gros centres. Attention, il ne s'en fait pas du tout. À Lille, qui est quand même aussi un très gros centre, je ne sais pas si, mais je ne crois pas qu'il s'en fasse non plus. Non, Euh, quasiment pas. voilà, je connais très peu de. Moi, j'ai jamais vu de personne qui l'ait eu, hein. Ouais, les Canadiens aiment bien aussi, les Nord-Américains, quoi. Oui, les Nord-Américains. Hmm. Et juste alors une question, parce que j'avais une notion qu'aussi en Amérique du Sud, c'était aussi un pays où il y avait vraiment beaucoup de chirurgie libérative, peut-être que je me trompe complètement. Est-ce que c'est pareil, il y a une technique qui est privilégiée dans cette population-là, enfin, dans cette zone du globe? La tendance mondiale, c'est que la sleeve va en montant par rapport au bypass. Mais je ne sais pas pour l'Amérique du Sud. En Amérique du Nord, le bypass reste quand même très, très utilisé. Il y a beaucoup de chirurgie bariatrique aussi au Brésil, hein. Je n'ai pas de données de fume. Après, il faut savoir que la technique utilisée dépend plus du chirurgien que de la littérature et que des effets, hein, il y a des chirurgiens qui ne font quasiment que de la sleeve, il y a des chirurgiens qui ne font quasiment que du bypass. Et il y a même sur Lyon, sur la zone Rhône-Alpes, il y a encore beaucoup d'anneaux. Hmm. Oui, par exemple, à Amiens, ils font que de la sleeve quasiment. Quasi Voilà. exclusivement de la sleeve. Bah, nous, Montpellier, sur le CHU, on a une clinique qui fait beaucoup d'interventions, qui fait du bypass et de la sleeve. Nous, sur le CHU, ça n'est quasiment que de la sleeve, hein. Hmm. Très bien, bah, je propose, s'il n'y avait pas d'autres questions, je ne vois pas d'autres questions dans le chat, de passer au topo du professeur Pacou, donc qui va se concentrer sur les complications osseuses de cette chirurgie. Je ne sais pas si du coup vous voyez bien ma présentation. Oui, c'est parfait. Alors, moi, je n'ai pas en mode diaporama. Et moi non plus. J'arrive pas à la mettre en mode diaporama. Alors, en fait, je pense, oui, c'est en fait, il faut que tu lances le diaporama, que tu départages, et en fait, tu lances le diaporama, et après, tu partages. C'est pour ça que c'est la petite subtilité. En fait, tu vois, tu lances ton diaporama. Comme ça, quand tu vas pouvoir ensuite mettre touche Windows et te mettre sur Zoom, partager, et tu vas trouver le diaporama. Oui, c'est bon. Bonsoir à tous. Donc, je suis parti d'un papier qui a été publié très récemment, auquel j'ai participé. C'est la Société européenne des tissus calcifiés. Donc, c'est une revue de la littérature et c'est des propositions de prise en charge, en tout cas pour les complications osseuses, tout en sachant qu'avant la publication de ce papier, il n'y avait aucune recommandation véritablement publiée. Les Américains, en partenariat avec différents pays d'Amérique du Sud, notamment les Brésiliens, avaient publié quelques recommandations préliminaires, mais sans tellement détailler la cible et la prise en charge
si particulière chez ces patients. Donc, on l'a vu avec le professeur Avignon. En fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est au plus c'est mal absorptif, au moins c'est bon pour l'os. Et c'est vrai que la dérivation biliopancréatique, c'est moins de 1% en France. Et que le roux en Y gastric bypass, c'est ce qu'il y a de plus préoccupant en termes de retentissement osseux. La sleeve, moins. Et finalement, c'est ce qui va nous intéresser. C'est good cop, bad cop. C'est qu'est-ce qu'on devrait plutôt envisager de privilégier, notamment chez les patients les plus à risque. Est-ce que la sleeve n'a pas de risque osseux comparativement au gastric bypass? Ça reste à voir et on va en discuter. Donc, il y a pas mal d'autres procédures. On a parlé du gastric bypass en oméga qui a été proscrit par la HAS, qui est d'ailleurs en train de travailler sur des nouvelles recommandations à la fois de la prise en charge de l'obésité et des limitations de la chirurgie bariatrique. Et j'ai la chance de participer à ces recommandations. Et c'est assez passionnant de voir les différents débats. Donc, globalement, c'est un groupe d'experts dans les pathologies osseuses qui s'est réuni pour faire une revue de la littérature et ensuite faire des propositions d'experts sur la prise en charge de ces patients. Et donc, voici le papier qui vient d'être publié dans la revue Bone. Alors, il y a 3 parties globalement, c'est le risque fracturaire, il y a la densité minérale osseuse, les marqueurs du remodelage osseux et la microarchitecture. Il y a une toute petite partie sur la physiopathologie qui est imparfaitement connue. Et puis la dernière partie, c'est vraiment sur la prise en charge et le côté pratique. Donc, est-ce qu'il y a une augmentation du risque fracturaire après chirurgie bariatrique quand on compare toutes les chirurgies avec des groupes contrôle de patients obèses non opérés, même si on peut en discuter, hein, ce groupe contrôle, il a quand même certaines particularités. C'est des patients qui sont hospitalisés quand même dans la plupart des cohortes observationnelles. Mais globalement, si on prend tout ça à la louche, et si on prend tous les types de fractures, parfois il y a même des fractures traumatiques mélangées avec des fractures ostéoporotiques, donc oui, on a une augmentation du risque fracturaire. Pour l'ensemble des fractures, il y a 2 revues systématiques de littérature et méta-analyses qui ont été publiées en ce début d'année. Il y en avait déjà une autre publiée en 2020, et donc ces 2 publications récentes, en fait, ont confirmé en ajoutant différentes cohortes publiées depuis. Mais oui, quand on regarde toutes les fractures et qu'on compare la chirurgie bariatrique dans sa globalité avec un traitement conservateur, pas de traitement conservateur, c'est des patients obèses contrôle qui n'ont rien demandé, qui sont captés parce qu'ils ont été hospitalisés à un moment donné et qu'ils n'ont pas été opérés par la suite. Donc oui, il y a une augmentation du risque de fracture d'environ 41%. Est-ce qu'il y a une différence entre les différents types de procédures? J'ai commencé à dévoiler ce qu'il en était. Globalement, au plus c'est mal absorptif, au plus le problème osseux est prégnant. Et le gastric bypass, le roux en Y et la dérivation biliopancréatique, c'est assez catastrophique. Les Canadiens ont pas mal publié sur la dérivation biliopancréatique, notamment les francophones. Vraiment, c'est délétère en termes d'impact osseux. Par contre, pour la sleeve gastrectomie, on a moins de données, assez peu d'études comparatives avec les autres types de chirurgie, notamment le gastric bypass. Mais il semblerait quand même que le risque fracturaire ne soit pas aussi important que ce qu'on retrouve avec le gastric bypass quand on réalise des comparaisons. Vous avez ici 2 études qui ont été publiées. Donc, le professeur Avignon vous a parlé de la cohorte SOS, hein, donc c'est nos amis suédois qui ont publié, donc non pas à partir de l'aide santé, mais avec une cohorte avec des sujets inclus. Et vous avez ici en bleu les sujets contrôle, donc c'est des patients obèses qui sont suivis dans le temps. Et le gros avantage de cette cohorte, c'est que vous avez un suivi qui va jusqu'à 20 ans. Alors bien sûr, le nombre de patients initialement inclus a tendance à diminuer au cours du temps pour différentes raisons, mais quand même, ce suivi jusqu'à 20 ans, il est assez unique dans ce type de cohorte évaluant le risque fracturaire. Vous avez également l'anneau gastrique ici qui est en orange. Et vous avez une autre technique de chirurgie bariatrique dont on n'a pas parlé, mais qui est tombée en désuétude et qui n'est plus pratiquée. Mais globalement, ce qu'on voit bien, c'est que vous avez un détachement qui se fait au cours du temps en termes de risque fracturaire avec le gastric bypass, qui entraîne une augmentation du risque fracture quand on regarde cette courbe de survie. Il y a un autre élément qui est important à regarder, c'est l'incidence fracturaire. Parce que globalement, quand je vous dis c'est augmenté de 22 à 44%, ça ne parle pas forcément. Mais il faut comparer un groupe contrôle. Déjà, les patients obèses ont cette particularité d'avoir un surrisque fracturaire pour certaines fractures, et notamment l'humérus proximal. Mais vous voyez, c'est 10 pour 1000 patients par an, quand même, quand on a un sujet obèse et qu'on est suivi dans le temps.
Et quand on a un gastric bypass, on est à plus du double d'éléments fracturaires. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se détache au fur et à mesure. Ça ne se détache pas tout de suite, d'ailleurs, on en parlera très peu de temps après. Donc, nous, on a publié les données françaises, en fait, et l'avantage des données françaises avec le PMSI, c'est qu'en France, on avait déjà suffisamment de patients qui avaient bénéficié d'une sleeve gastrectomie. Donc, on est quasiment les premiers à avoir pu publier et regarder s'il y avait une différence avec gastric bypass et les autres types de chirurgie. Donc, vous avez le groupe contrôle qui est en vert ici, vous avez la sleeve gastrectomie qui est en orange, et vous voyez que le suivi est moins long qu'avec la cohorte SOS, mais on a le gastric bypass et l'anogastrique également. Donc, vous voyez que le groupe contrôle et les autres types de chirurgie, globalement, ça reste dans le même tas, avec des fractures qui surviennent, mais qui ne sont pas différentes du groupe contrôle, par exemple. Et vous voyez quand même nettement le gastric bypass qui se détache au cours du temps, et notamment à partir de cette 3e année. Et ça, c'est intéressant, on va y revenir après. Déjà, par rapport au type de fracture, parce que globalement, OK, il y a une augmentation du risque de fracture, mais c'est quoi les fractures qu'on observe? Parce que c'est une fracture d'un petit doigt, d'un orteil, du pied, où globalement, on n'est pas très inquiet par rapport à un risque ostéoporotique. En fait, si, les fractures qui sont observées chez les patients, et les données françaises qui ont été réalisées, c'est les patients qui sont jeunes, le professeur Avillon en a parlé, mais nous, la moyenne d'âge, elle était de 49 ans, mais quand on regarde la plupart des cohortes évaluant le risque d'ostéoporo, c'est quand même des gens qui sont inclus, ils ont à peine 40 ans. Donc, on est d'accord qu'à 40 ans, on ne fait pas une fracture du poignet le lendemain. Et bien là, ce qui est un peu surprenant, avec une moyenne d'âge initialement autour de 49 ans, c'est qu'on observe assez rapidement, après quelques années, une augmentation de cette incidence fracturaire, et les fractures qui ressortent, quand on regarde typiquement les fractures ostéoporotiques majeures, c'est le poignet. Globalement, c'est en général la première fracture ostéoporotique qui survient. Il y a une augmentation du risque de fracture du poignet. OK, ce qui est relativement logique et ce qui était attendu. Par contre, ce qui est un peu plus surprenant, et ça a été retrouvé dans plusieurs papiers, c'est que vous avez aussi une augmentation du risque de fracture de hanche. Et là, c'est quand même une grosse surprise, parce qu'en France, la moyenne d'âge de la fracture de hanche, c'est 84 ans quand même. Donc là, c'est des gens qui sont suivis quelques années, qui sont opérés à peine 50 ans. Donc, on a quand même une augmentation du risque de fracture de hanche qui est observée, et c'est quand même très particulier, très surprenant dans une population relativement jeune. Il y a une autre particularité, et c'est pour les fractures de l'humérus. Ce que je vous ai dit, c'est que les patients obèses, déjà de base, ont une augmentation du risque de fracture pour certaines localisations. Et par contre, ont plutôt un effet protecteur de l'obésité pour d'autres localisations. Il y a par exemple moins de fractures de hanche quand on est obèse et qu'on est comparé à une population de sujets non obèses. Par contre, ce qui est retrouvé chez les sujets obèses, c'est qu'on a une augmentation du risque de fracture de l'humérus proximal, une augmentation du risque de fracture de jambes et de chevilles également. Et donc, ce qui a été observé dans notre cohorte française, mais également dans une autre cohorte publiée relativement récemment, c'est quand on prend des populations de sujets ayant été opérés d'une chirurgie bariatrique et qu'on les compare à des sujets obèses, qu'on les suit dans le temps, il y a déjà 2 publications qui montrent qu'on a une diminution de la survenue de ces fractures de l'humérus proximal. C'est comme si le type de fracture chez le patient obèse était remplacé par un type de fracture typiquement ostéoporotique après la chirurgie bariatrique. C'est-à-dire que ce surrisque de fracture proximale de l'humérus diminue après la chirurgie bariatrique quand on compare à des sujets obèses qui ont justement une augmentation de ce type de fracture. Et par contre, pour la hanche, avec un effet plutôt protecteur quand on est obèse, il y a plutôt une augmentation après la chirurgie bariatrique. Donc c'est assez intéressant à observer. Ça a été observé uniquement avec la sleeve gastrectomie, cette augmentation du risque de fracture. Donc c'est à creuser. Je vous parlais du moment auquel ce risque fracturaire survenait. En fait, il ne se passe rien en général au cours des 3 premières années quand on regarde les courbes de survie. Et puis c'est à partir de la 3e année et 4e année, donc en post-opératoire, qu'on commence à avoir ces courbes qui se distinguent entre le groupe contrôle et le groupe opéré, plus particulièrement en cas de gastric bypass. C'est vrai pour la cohorte SOS, c'est vrai pour la cohorte française, c'est vrai pour les cohortes nord-américaines également. C'est quelque chose qui est systématiquement retrouvé. Il ne se passe rien pendant 3 ans, il y a une perte osseuse, on va y revenir après, et ensuite il y a une augmentation du risque de fracture qui se dégage, et notamment avec le gastric bypass. Alors, on est un peu gêné parce qu'en fait, on a assez peu de données sur le long terme véritablement. Il n'y a pas tant de cohortes qui vont au-delà de 5 ans ou même au-delà de 10 ans pour le suivi, pour le risque fracturaire, ce qui n'est pas sans poser problème.
chez des patients qui sont opérés jeunes, qui sont perdus de vue dans un grand nombre de cas et qui vont vieillir et perdre de l'os lié au vieillissement notamment. Si on passe maintenant aux marqueurs du remodelage osseux, à la densité minérale osseuse et à la microarchitecture, globalement, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la plupart des données jusqu'à présent publiées ont été obtenues avec le gastric bypass, parce que c'était la chirurgie la plus fréquemment réalisée, et qu'on a assez peu de données, il y a assez peu de données comparatives sur la sleeve gastrectomie et sur la sleeve gastrectomie comparée au gastric bypass. Mais quoi qu'il en soit, si on prend les données avec le gastric bypass, ce qu'on observe, c'est que les marqueurs du remodelage osseux, et on prend le P1NP, marqueur de la formation, et le CTX, marqueur de la résorption, ces marqueurs augmentent très rapidement chez l'adulte, dès 10 jours après l'opération, et augmentent de façon très importante. C'est-à-dire que ce n'est pas du plus 20%, ce n'est pas du plus 30%, c'est du plus 50 à plus 300% dans les différentes études de suivi. Et que ces marqueurs du remodelage osseux, il y a un point culminant à 1 an, mais ils ne retournent pas à l'état basal après. C'est-à-dire qu'on a un haut niveau de remodelage qui persiste dans le temps, avec des données qui vont jusqu'à 5 ans, 7 ans, jusqu'à 10 ans même, qui montrent ce que ce haut remodelage osseux, ce haut niveau de remodelage osseux, persiste dans le temps. Et pour la densité minérale osseuse, celle-ci diminue, et avec des pertes densitométriques qui sont très importantes, et avec peu de situations pathologiques comparables en termes de l'importance de la perte osseuse, et plus particulièrement à la hanche. On est à des moins 10%, des moins 15% à 12 ou 24 mois, ce qui est assez considérable et assez peu observé. C'est comme si à 1 an, on perdait une déviation standard sur une densité minérale osseuse, par exemple. Vous imaginez un petit peu. Donc, il y a un état rapide et maintenu de haut niveau de remodelage avec une perte osseuse. Et quand on regarde la microarchitecture osseuse avec des scanners un peu perfectionnés, on voit que cette microarchitecture osseuse, elle s'altère immédiatement. Et le problème, c'est que cette détérioration de la microarchitecture s'aggrave avec le temps. Ce qui explique tous ces éléments-là, pourquoi finalement on a une perte osseuse initialement à un niveau de remodelage, pas de risque fracturaire immédiat, mais que celui-ci survient dans le temps et avec des données à long terme qui sont nécessaires pour voir un petit peu l'ampleur de cette perte osseuse. Les quelques données comparatives que je vais vous montrer montrent que globalement, la sleeve gastrectomie n'est pas neutre, que ce soit en perte densitométrique ou en termes de marqueurs du remodelage osseux, mais que le retentissement est moins important qu'avec le gastric bypass. Vous avez ces données scandinaves, où globalement, on a comparé la sleeve gastrectomie chez 48 patients avec le gastric bypass, le roux en Y, avec 44 patients. On a regardé à 12 mois, en termes de densité minérale osseuse, ce qu'il en était. Et donc, ce que vous observez ici en rouge, c'est le gastric bypass. En bleu, c'est la sleeve gastrectomie. Le col fémoral, la hanche totale. Et vous voyez que vous avez une perte qui est significativement différente pour le rachis lombaire, mais avec une perte qui n'est pas majeure finalement. Mais par contre, au niveau du col fémoral, au niveau de la hanche totale, c'est là que les chiffres sont les plus impressionnants, avec une perte significative dans les 2 bras, mais qui est d'autant plus importante avec le gastric bypass, et plus important comparativement à la sleeve gastrectomie. Quand vous regardez pour les marqueurs du remodelage osseux, c'est ce que je vous ai dit, vous avez ici, c'est en termes de semaines, c'est toujours la même cohorte, et donc vous avez dès 5 semaines une augmentation importante des marqueurs du remodelage osseux, P1NP, formation, CTX, résorption. En bleu, la sleeve gastrectomie, en rouge, le gastric bypass. Donc, vous voyez que vous avez une augmentation avec les 2 types de chirurgie, mais que cette augmentation est plus importante avec le gastric bypass et qu'à 52 semaines, donc à 1 an, vous avez un haut niveau de remodelage. Et les données de différentes cohortes montrent que ce haut niveau de remodelage persiste dans le temps. Il n'est pas forcément aussi important qu'à 12 mois, mais il persiste dans le temps avec des niveaux importants. Il ne redescend pas forcément au bout de 5 ans, malheureusement. Quand on regarde un petit peu les différents facteurs potentiellement impliqués dans la physiopathologie de ces détériorations, il y a différents facteurs qui sont mis en avant. C'est imparfaitement compris, pour être tout à fait honnête. La vision un petit peu simpliste des choses serait de dire qu'il y a une carence vitamino-calcique, une hyperparathyroïdie secondaire et que ça suffit à expliquer ce qui se passe. C'est quand même beaucoup plus compliqué parce que les études où il y a une bonne réplétion vitamino-calcique des patients, pas d'hyperparathyroïdie secondaire, ce qui est quand même de plus en plus fréquent maintenant, cette supplémentation efficiente, ces patients perdent quand même de l'os.
On pourrait dire aussi que c'est lié à la perte de poids et au déficit de charge appliquée sur le squelette. Donc c'est vrai en partie, mais en fait, le professeur Avillon vous l'a montré, vous avez une reprise de poids après, et malgré cette reprise de poids, et voire même un plateau observé, vous avez quand même une perte osseuse qui est là. Donc ça ne suffit pas à expliquer ce problème-là. Après, il y a la sarcopénie. Même avant la sarcopénie, il y a la perte de masse maigre, qui peut être un des facteurs explicatifs de la survenue augmentation du risque de chute. Pour se fracturer, en général, il faut chuter. Mais ce n'est pas non plus la seule cause, avec des apports protéinés suffisants, avec une activité physique régulière, encadrée, en charge, avec des exercices en résistance, et même associé à une supplémentation en vitamino-calcique et les apports protéinés, ce n'est pas suffisant pour limiter complètement le retentissement osseux. Donc il y a bien sûr cette piste avec les hormones, les entéro-hormones, ça c'est une piste très sérieuse, avec des modifications qui sont entraînées par la chirurgie bariatrique et qui pourrait avoir un impact sur le retentissement osseux. Après, vous avez les modifications également des adipokines, avec l'adiponectine, la leptine, qui pourraient entrer en ligne de compte dans la physiopathologie de cette complication. Concernant les recommandations, ça c'est vraiment l'aspect pratico-pratique, chez tous les patients, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quel que soit le genre, il faut absolument les supplémenter en vitamine D, et au-delà de la supplémentation dont on a parlé tout à l'heure sur sa modalité, surtout la surveillance. Est-ce que cette supplémentation, elle est efficiente, elle est effective? Est-ce qu'on est bien entre 30 et 60 nanogrammes par ml de 25 hydroxyvitamine D en mettant en place une supplémentation? Sinon, il faut augmenter jusqu'à obtenir la cible nécessaire. Il faut optimiser les apports en calcium. Alors, ce n'est pas forcément une supplémentation importante à mettre en place. Il y a des gens qui ont des apports en laitage, en produits laitiers qui sont suffisants et qui ne nécessitent pas d'avoir du calcium en plus dans l'alimentation apportée par des suppléments, des compléments. Mais en tout cas, il faut globalement évaluer les apports calciques. Il faut plutôt être autour de 1500 mg en cas de gastrique bypass et 1200 mg pour une sleeve gastrectomie, par exemple. Et puis les apports protéinés qui sont importants, dont a parlé le professeur Avignon tout à l'heure, avec les 60 grammes ou les 1,5 grammes par kilo. Et là, il faut de la poudre, souvent, pour permettre d'avoir des apports suffisants. L'activité physique, elle est très importante. Et c'est très important d'avoir une activité physique en résistance, avec du renforcement musculaire. Il ne s'agit pas juste de marcher ou faire de la marche nordique. En fait, il faut vraiment un entraînement assez important, avec du high intensity interval training quasiment, en fonction des possibilités, puis un travail supervisé. Les études qui ont montré que c'était efficace pour limiter la perte de masse maigre, c'est globalement des gens qui ont 2 à 3 séances supervisées par semaine et qui pratiquent en dehors de ces séances des activités anaérobiques, en aérobie, comme de la marche, etc., etc. L'alcool et le tabac, bien entendu, et la consommation excessive d'alcool, on en a parlé brièvement tout à l'heure. Donc c'est bien de supplémenter, mais il faut surtout surveiller si c'est suffisant. Le dosage de la PTH peut aider notamment pour savoir si les apports en calcium sont suffisants, la calciurie également des 24 heures pour les apports alimentaires en calcium. Globalement, est-ce qu'il faut faire une évaluation poussée et notamment une densité minérale osseuse chez tous les patients? La réponse est non, puisqu'en France, c'est 50 000 à 60 000 par an, donc ça n'est pas raisonnable. Donc il faut concentrer nos efforts sur les patients qui sont les plus à risque de fracture. Et les patients les plus à risque de fracture, c'est les patients les plus âgés, notamment les femmes ménopausées et les hommes de 50 ans ou plus. Et donc vraiment, ces recommandations de cette société européenne des tissus calcifiés, c'est de se focaliser sur la prise en charge des patients les plus à risque, donc cette cible-là, femmes ménopausées et les hommes de 50 ans ou plus. Les recommandations françaises sont en cours de reviewing. Ce n'est pas exactement le même positionnement qui a été choisi, mais je ne vais pas en parler ce soir, et de toute façon, ce n'est pas encore publié. Donc, dans l'idéal, l'évaluation du risque fracturaire, il devrait être réalisé avant la chirurgie. Mais si ça n'a pas été possible, on a recommandé de le faire quel que soit le moment. Il vaut mieux le faire tardivement que de ne pas le faire du tout, mais dans l'idéal, c'est avant la chirurgie bariatrique, chez ces sujets à risque, une évaluation. Et elle doit comprendre quoi cette évaluation chez ces femmes ménopausées, les hommes de 50 ans? C'est évaluer les facteurs de risque clinique classiques d'ostéoporose, en recherchant des fractures de fragilité survenues après 40 ans, réaliser une densité minérale osseuse au rachis lombaire et à la hanche, col fémoral, hanche totale. On ne recommande pas la mesure au poignet, parce que globalement, on ne sait pas quoi en faire.
et bien entendu un point de vigilance par rapport au poids des patients avec les tables permettant la réalisation de ces examens qui sont variables en fonction des constructeurs. Mais la plupart des tables peuvent supporter des patients qui ont un poids qui va jusqu'à 160 kg. On recommande une évaluation du rachis, c'est de rechercher des fractures vertébrales méconnues, de mesurer les marqueurs du remodelage osseux, on a parlé, PNP, CTX, s'il faut en faire qu'un, c'est le CTX sérique. Et puis il faut rechercher, en fonction du profil du patient, plus ou moins de façon intense, une cause secondaire d'ostéoporose également, mais il y a un bilan minimal à réaliser pour le métabolisme phosphocalcique. Et puis on peut s'aider du FRAX qui permet d'évaluer les risques de fracture majeure à 10 ans, les risques de fracture de hanche à 10 ans également, en colligeant la densité minérale osseuse au col fémoral. Mais attention, le FRAX, il est valable que si les patients pèsent 120 kg ou moins. C'est-à-dire que le FRAX, il n'est pas utilisable si les patients pèsent plus de 120 kg. Donc ça, c'est un élément important à avoir en tête. Alors là, c'est peut-être la diapositive d'un point de vue pratique la plus importante. C'est globalement, une fois qu'on a fait ce bilan à la recherche d'une fragilité osseuse, d'une ostéoporose, quels sont les critères qui vont amener à mettre en place un traitement? Il y en a 3 globalement. C'est s'il y a une fracture de fragilité qui est survenue récemment, au cours des 2 dernières années, qu'elle soit une fracture vertébrale ou non vertébrale, est survenue chez quelqu'un qui avait au moins 40 ans. Il y a également le T-score, ou rachis lombaire ou fémur, et on a pris le cut-off de -2, qui est discutable, mais vous avez vu la perte densitométrique obtenue à globalement 12 mois, c'est à peu près une déviation standard pour la hanche totale. Donc on arrive rapidement à -3 quand on a une chirurgie bariatrique. Et puis le FRAX, si on calcule le FRAX, on peut l'utiliser comme 3e critère pour envisager la mise en place d'un traitement, avec un FRAX qui n'est pas ajusté par rapport à l'âge. Il n'y a pas de seuillage vis-à-vis de l'âge, mais c'est globalement un FRAX global. C'est s'il y a 20% en plus de risque de fracture majeure, et c'est s'il y a un risque de 3% ou plus de fracture de hanche. En termes de traitement, qu'est-ce qu'il faut proposer? Il y a ce problème d'absorption des médicaments. Donc nous, nos bisphosphonates oraux, qui sont les principaux médicaments de l'ostéoporose prescrits, déjà l'absorption elle est très médiocre chez un sujet qui n'a pas été opéré d'une chirurgie bariatrique. Donc on peut tout à fait envisager qu'en cas de chirurgie bariatrique, l'absorption sera nulle ou presque. Donc on recommande plutôt d'utiliser une voie parentérale et une voie intraveineuse et d'utiliser en première intention l'acide zolédronique. Justement pour les raisons évoquées précédemment par rapport aux bisphosphonates oraux. Alors le denosumab a été mis comme second choix ici. Ce n'est pas ce qui a été retenu pour la recommandation française, par exemple, mais globalement, ici, le denosumab, en cas de contre-indication d'intolérance aux bisphosphonates, pourrait être utilisé, mais il faut bien être conscient du risque de rebond à l'arrêt de ce traitement, donc c'est un petit peu compliqué. Le denosumab, c'est un petit peu comme une Ferrari, quoi. Donc tout le monde n'est pas capable de conduire une Ferrari, donc il faut être prudent par rapport à son utilisation. Et puis chez les patients les plus à risque, si on a notre mot à dire ou si on nous demande notre avis, globalement, chez les patients les plus à risque d'ostéoporose ou qui ont déjà fracturé ou qui ont une DMO très basse avant même la chirurgie, bah, c'est peut-être de dire que le gastric bypass, ce n'est pas la meilleure solution, mais le poids doit se faire par rapport aux différentes comorbidités, l'amélioration des comorbidités après la chirurgie et le poids, la perte de poids qui est souhaitée. Alors, la circonstance particulière des femmes préménopausées ou des hommes de moins de 50 ans, on considère qu'il ne faut pas systématiquement faire une évaluation du risque fracturaire, mais qu'on doit aller vers cette évaluation du risque fracturaire s'il y a au moins un facteur de risque. Et que dans ces cas-là, s'il y a un facteur de risque et qu'on fait le dépistage de l'ostéoporose, il faut adresser le patient à un spécialiste des pathologies osseuses, en France c'est plutôt les rhumatologues, pour voir s'il y a une indication à mettre en place un traitement. C'est très particulier chez les femmes ménopausées et chez les hommes jeunes. Pour les facteurs de risque, c'est s'il y a une fracture de fragilité après 40 ans, s'il y a une corticothérapie ou c'est une maladie chronique qui, en elle-même, déjà, expose à un surrisque de fracture. Vous avez la liste ici, par exemple, si c'est quelqu'un qui a une polyarthrite rhumatoïde, si c'est quelqu'un qui a une cirrhose hépatique, si c'est quelqu'un qui a une BPCO ou qui a une MICI, etc., etc. Dans ces cas-là, quel que soit son âge, finalement, il faut faire un dépistage d'ostéoporose avant ou après chirurgie bariatrique, avant chirurgie dans l'idéal. En conclusion, il y a de plus en plus de données, c'est un sujet d'intérêt depuis une dizaine d'années maintenant, mais ça évolue rapidement. On pense qu'on doit se concentrer sur une population qui est considérée comme étant la plus à risque, les femmes ménopausées, les hommes de 50 ans ou plus. Dans l'idéal, c'est faire ce dépistage avant la chirurgie, sinon après.
Et puis, globalement, la façon de dépister n'est pas très originale et assez similaire à ce qu'on fait en général dans l'ostéoporose, avec des particularités qui sont liées à des patients en situation d'obésité. Et s'il y a un traitement à mettre en place sur les 3 critères évoqués précédemment, c'est l'acide zolédronique en première intention à choisir, sous réserve d'avoir une réplétion vitamino-calcique avant de mettre en place ce traitement et de monitorer les patients à ce sujet-là. Voici un tableau qui est dans l'article et qui permet de résumer tout ce que je viens de vous dire. Un grand merci pour votre attention. Eh bien, merci beaucoup au professeur Pacou pour sa présentation, toujours très claire, et notamment sur un sujet d'actualité avec ses nouvelles recommandations. Donc, je regarde si nous avions des questions dans le chat. Pour l'instant, non. Alors moi, j'ai une petite question, mais c'est juste me poser la réflexion. Même, entre guillemets, le patient pré-chirurgie bariatrique, entre guillemets, par exemple, il a une DMO très basse. Est-ce qu'on va alors qu'on imaginons qu'il va être pris en charge en 1 ou 2 mois, est-ce qu'on met en place, entre guillemets, un traitement anti-ostéoporotique en se disant qu'on va essayer de freiner cette perte osseuse? Ou est-ce qu'on attend la chirurgie et on fait le traitement anti-ostéoporotique? Oui, il faut mettre en place le traitement anti-ostéoporotique. C'est un des critères qui est rempli avant la chirurgie bariatrique dans l'idéal pour éviter justement cette explosion des marqueurs du remodelage osseux. Et en fait, c'est un petit peu à l'image de ce qu'on a dans l'ostéoporose, dans la prévention de l'ostéoporose cortico-induite. C'est-à-dire qu'il y a 2 volets. Il y a la prise en charge des patients qui sont effectivement fracturés, considérés comme ostéoporotiques. Et il y a des patients chez qui on va essayer de prévenir justement cette perte osseuse et cette augmentation et la survenue de fractures. Donc, par exemple, à Lille, les patients pré-chirurgie bariatrique sont aussi adressés, entre guillemets, dans la filière, en Oui, prescreening, entre guillemets? mais oui, il y a ça, comme le disait le professeur Avignon, il y a différents centres qui sont reconnus comme des centres spécialisés de l'obésité. À Lille, c'est le cas avec l'équipe du professeur Patou. Et globalement, on a une filière qui a été mise en place il y a à peu près 3 ans maintenant. On a évalué plus de 150 patients à ce jour. Et c'est essentiellement des femmes ménopausées, des hommes de 50 ans ou plus. Et donc, ils nous les envoient dans l'idéal avant la chirurgie, mais ils ont également des patients qui viennent de l'extérieur, qui viennent pour une nouvelle chirurgie, on n'a pas parlé, mais il y a aussi ce phénomène, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont eu un anneau gastrique, qui ont eu ensuite une sleeve et qui viennent pour un gastric bypass, quoi. C'est redoux, c'est re-chirurgie. C'est également un phénomène qu'on retrouve dans des centres tertiaires et spécialisés dans la prise en charge de l'obésité. Et je trouve d'autres questions, parce qu'on n'en a pas abordé, mais imaginons le patient fait 2 fractures vertébrales, on va, bien sûr, on peut envisager le tériparatise, parce que là, les recommandations, c'était, je suppose, sur une fracture, mais dans le contexte, il n'y a pas, sur cette population, une contre-indication ou quelque chose de particulier par rapport au tériparatide, par exemple, l'ostéoformateur? Le souci, c'est qu'on a un excès de remodelage osseux qui est vraiment très important, donc c'est pas très logique d'aller mettre du tériparatide. C'est intéressant que tu poses cette question parce que j'ai été confronté à cette problématique mercredi en consultation avec une patiente déjà opérée, de mémoire, c'était un gastric bypass et qui avait 6 à 7 fractures vertébrales. Et c'est vrai que je me tâtais pas mal pour mettre du tériparatide, l'ostéoformateur, mais j'aurais été en contradiction avec moi-même, à la fois pour les recommandations européennes et les recommandations françaises. Pourquoi l'acide zolédronique? Parce que c'est globalement le seul médicament pour lequel on a quelques données préliminaires, mais en fait, c'est très balbutiant et on a finalement très peu de données sur la prise en charge de ces patients et l'efficacité des traitements anti-ostéoporotiques. Mais les quelques données qu'on a avec l'acide zolédronique sont vraiment très peu importantes et montrent qu'on arrive à freiner le remodelage et on limite la perte osseuse. Donc non, cette patiente-là, même si elle avait plus de 2 fractures de vertèbres, je n'ai pas mis du tériparatide, mais je l'ai mis sous acide zolédronique. Très bien. Ah bah, alors, je vais peut-être laisser la parole aux endocrinologues. Est-ce que Maureen, toi, tu avais une question, sur plutôt le versant osseux, sur, justement par rapport aux présentation du professeur Pacou? Oui, merci beaucoup, professeur Pacou, pour la présentation. Toujours sur le côté un peu pratico-pratique, parce que nous, c'est des patients qu'on va suivre, ceux qu'on n'a pas perdu de vue, évidemment, sur le long terme. Nous, à Rennes, en tout cas, il y a des HDJ de suivi. Vous recommanderiez quelle fréquence de répétition de l'ostéodensitométrie pour le dépistage de l'ostéoporose chez les opérés? Et est-ce que vous vous distinguez, du coup, sleeve et bypass sur le suivi? Oui, c'est une excellente question. Et, globalement, c'est très empirique, hein, ce que je vais te dire. Et on en a beaucoup discuté, que ce soit pour les recommandations européennes ou les recommandations françaises. Mais si on prend une situation idéale, c'est une personne qui est évaluée avant la chirurgie. Et c'est quelqu'un qui, s'il n'est pas traité,
est réévalué, on pense, 2 ans après la chirurgie avec une nouvelle évaluation densitométrique. Et puis après, l'espacement se fera en fonction de résultats obtenus à 2 ans. C'est-à-dire si c'est quelqu'un qui est à la limite du -2 notamment, eh bien, on aura tendance à le suivre de plus près. Si c'est quelqu'un qui a des chiffres qui sont parfaitement normaux, on peut espacer d'autant plus. Après, moi, ça m'arrive fréquemment, parce qu'il y a un risque de fracture, mais il y a beaucoup de patients qui finalement n'ont aucun problème d'ostéoporose et qui ont une masse osseuse qui est strictement normale. Donc ces patients-là, parfois, il m'arrive de dire, c'est pas la peine de refaire un suivi densitométrique, sauf s'il y a une fracture qui survient à l'intervalle, notamment chez des gens qui ont une sleeve gastrectomie, qui sont revus à 5 ans, qui sont revus à 7 ans. Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de les suivre de très près, mais c'est aussi le cas pour le gastric bypass. Quand il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais il faut le dire et espacer le suivi. Mais par contre, les patients qui sont les plus à risque, qui ont d'autres comorbidités, parce que souvent, c'est les patients qui font une ostéoporose et qui ont une chirurgie bariatrique, c'est déjà des patients qui avaient un statut osseux qui était un peu limite avant la chirurgie. Par exemple, qui ont un diabète, une BPCO ou des antécédents ischémiques au niveau cardiovasculaire. Je ne sais pas si Maureen avait d'autres choses à rajouter. Ah, on a perdu Maureen. Moi, j'avais juste une question. Est-ce que dans vous deux, est-ce que vous avez comment dire, une proportion de patients ostéomalaciques finalement sur ce post-chirurgie ou c'est un phénomène extrêmement rare? Parce que déjà, l'ostéomatie reste une pathologie maintenant actuellement rare, mais est-ce que vous avez vu une augmentation dans vos 2 centres, par exemple? Moi, personnellement, non, mais est-ce qu'on est bien vigilant? Je ne sais pas. Donc, moi, ce n'est pas des choses que j'ai observées. Non, j'ai jamais vu d'ostéomalacie dans les suites d'une chirurgie bariatrique. Par contre, ce qu'on voit effectivement, c'est des complications nutritionnelles dont parlait le professeur Avignon, c'est en cas de dénutrition. Et, là, j'ai eu quelques consultations dernièrement chez des patients adressés avec une dénutrition effectivement sévère dans les suites d'une ou de 2 procédures de chirurgie bariatrique dans le temps, et effectivement avec un retentissement assez catastrophique. Mais c'est lié à un mauvais état de santé, tout simplement. Lié à cette dénutrition, avec des patients qui pesaient plus de 100 kilos et qui arrivent, qui en pèsent plus de 45. Et si après moi j'ai une dernière question, mais c'est parce qu'on est dans le même laboratoire et qu'on sait qu'on a une pathologie d'intérêt qui est l'adiposité médulaire et je n'ai pas pu m'empêcher de voir effectivement que dans tes diapos tu en parlais. Donc pour l'instant, après on n'a pas trop de données sur un petit peu comment évolue, cette adiposité, par rapport à la chirurgie bariatrique. Si on a des données, mais elles sont très contradictoires. L'adiposité médulaire, c'est le gras dans les os. Et selon que l'on regarde les hommes ou les femmes, selon qu'on regarde le gastric bypass ou la sleeve gastrectomie, selon qu'on regarde des sujets jeunes ou des sujets plus âgés, selon qu'on regarde des sujets diabétiques ou non diabétiques, ça va dans tous les sens. Donc globalement, on ne sait pas, et c'est un petit peu comme pour la masse maigre. La masse maigre, on sait comment ça varie. Pour la l'adiposité médulaire, c'est un peu plus compliqué, mais on ne sait pas quelle est son implication réelle dans le retentissement osseux et le risque fracturaire. Très bien. Alors je regarde si encore il y a une question sur le chat. A priori non. Si, a priori, je vais donc après ce que Maureen, je crois qu'on a perdu Maureen, donc je vais avoir le mot de la conclusion. Donc déjà, je voudrais remercier, les 2 intervenants, le professeur, Avignon et le professeur Pacou pour leur, topo qui était très clair et très concret pour les internes, qui je pense va nous aider tous, même pour les plus vieux, à avancer sur la prise en charge de ces patients qu'on va rencontrer de plus en plus du fait de l'obésité et voilà, ce webinaire va être enregistré, donc il sera disponible sur la chaîne YouTube de la REF et bien sûr communiqué à Aniden. Je vous remercie et une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonsoir. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.